Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Denis Ducarme. Bonjour. Bonjour. Chef de groupe MR à la Chambre. Tout d'abord, aujourd'hui, le Premier ministre reçoit les victimes de l'attentat, ça a lieu cet après-midi, pour parler notamment des problématiques d'assurance, d'indemnisation. Les familles se plaignent d'une aide parfois un peu trop timide, d'un manque de considération. Et le statut de victime n'est toujours pas voté. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? Nous avons déjà eu un échange avec eux en commission attentat. Nous avons reçu des représentants des victimes. Et c'est vrai, nous avons constaté que si beaucoup de choses avaient été faites, la mise en place d'un guichet unique, il y a déjà 1 million d'euros qui a été versé, il y a le statut de la victime qui est mis en place, il y avait encore des efforts à faire. Et donc, très rapidement, nous avons pu en reparler avec le Premier ministre qui veut faire le point très concrètement sur un certain nombre d'améliorations qui sont encore à apporter. Il y a eu des améliorations. Il doit encore y avoir des améliorations pour ce qui concerne l'accompagnement des victimes, qui n'est pas uniquement lié au fédéral, qui est lié aux assurances, qui est lié aux entités fédérées. Il faut véritablement que pour les victimes de terrorisme, on soit plus rapide, on puisse avoir sans doute un référent unique, comme ça existe dans un certain nombre de pays. Donc, c'est-à-dire que les victimes, parce que bon, on parle naturellement des 32 décès, mais c'est 230 blessés, c'est plus de 700 parties civiles. Il s'agit pour ces gens d'être épaulés, guidés par une personne, je pense, à l'avenir. C'est ce que nous devons atteindre comme objectif. Et donc plus rapidement, donner une réponse plus rapide en tout cas. Ici, on a peut-être été surpris par l'événement, parce qu'on ne s'y attendait pas, donc on n'était pas vraiment organisé pour... C'est ça, on peut dire que c'est un mea culpa qu'on peut faire, ça ? Ou mea culpa, je ne sais pas, parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'efforts. Il s'agit de voir en effet ce qui va mieux et ce qui doit encore aller mieux. C'est un peu l'idée de cette commission d'enquête. L'idée n'est pas de pointer nécessairement des responsabilités. L'idée, elle est de dire comment on fait par rapport aux services d'urgence pour que ça puisse encore aller mieux. Comment on fait en matière d'architecture de sécurité, le deuxième volet, pour que ça puisse encore aller mieux et élever notre niveau de sécurité. Aujourd'hui, nous voyons le volet radicalisme, comment prévenir encore mieux le développement du radicalisme dans notre pays. Mais donc, dans le cadre des victimes, vous dites qu'il y a encore du boulot à faire. Oui, ça, il faut le reconnaître et il faut qu'elles l'entendent comme ça. Il ne s'agit pas non plus de se décharger de responsabilités. On doit encore être meilleur pour ce qui concerne l'accompagnement des victimes du terrorisme. Alors jeudi, la Chambre devrait voter une nouvelle loi levant le secret professionnel du personnel des CPS en cas de suspicion de terrorisme. C'est ça le critère. Alors si le consensus a l'air très très large chez les députés, dans la justice, par contre de nombreux CPS, mais aussi des associations, n'en veulent pas. Et même le recteur de l'ULB a dit aussi qu'il n'en voulait pas, qu'il craignait que ce soit d'autres secrets professionnels qui allaient être mis en cause après celui-là. Mais il y a un soutien qui est venu à cette loi aujourd'hui avec le père d'une victime qui répond dans une lettre publiée dans la Libre Belgique. Il répond justement au recteur de l'ULB. Je vais vous lire l'extrait. « Non, monsieur le recteur, tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, et se réfugier dans le déni et le refus de changement de nos comportements ne nous aide pas. Cela aide nos ennemis qui profitent de chacune de nos faiblesses pour tenter de disloquer notre société. » Tout est dit là dans ce qu'a dit ce père. En tout cas, c'est évidemment touchant de voir le père d'une victime prendre part à un débat comme celui-là. Il est évident qu'il ne s'agit pas de dénoncer un dépôt sauvage ou une barre de shit. Il s'agit ici, par rapport à des signaux faibles, des signaux forts dans le chef d'individu, eh bien, de communiquer une information au service ad hoc, au service de police, pour ce qui concerne des infractions terroristes. Donc il s'agit, comme ils le font au niveau de faits d'asile, comme ils le font au niveau des cellules locales de sécurité, comme ils le font ailleurs, dans d'autres pays. Moi, je me suis rendu à Paris, à la préfecture de Paris, je me suis rendu à Aarhus, au Danemark. Eh bien, c'est tout le monde
qui travaillent ensemble sans qu'on soit dans la dénonciation. On se rend bien compte quand on suit la commission attentat que ce qui compte avant tout, c'est le renseignement, c'est l'information et c'est l'échange d'informations. Donc, il s'agit aussi, dans le cadre, non pas uniquement des CPS, mais de l'ensemble des institutions sociales, parce que le projet de loi vise l'ensemble des institutions sociales, eh bien, de voir en effet, quand il y a un comportement suspect, un comportement qui peut s'apparenter à une suspicion d'infraction terroriste, eh bien, de communiquer simplement cette information au service qui pourra... Oui, mais c'est ce que c'est pas trop flou. Parce que certains disent on risque une dérive, ce ne sont pas des policiers, les assistants sociaux, les travailleurs sociaux. Fait d'asile non plus ne sont pas des policiers, dans les cellules locales d'intervention non plus. En France, ce sont même les écoles qui communiquent un certain nombre d'informations compte tenu de ce qu'ils traversent en France, c'est-à-dire un terrorisme qui se multiplie dans les actes qu'on a pu voir sur le territoire français. Donc il s'agit naturellement que ces responsables sociaux soient formés. On va, et le ministre Borsu et le ministre de Bloch se sont engagés à leur produire une formation, à les outiller afin de pouvoir leur dire voilà un signal faible, c'est ça que vous devez communiquer. Ça sera sans doute très rare. Mais peut-être que même si c'est très rare, dans un certain nombre de cas, ça pourrait éviter le pire. Et pour être très clair par rapport au recteur de l'ULB, Olivier Chastel, à votre place, avait dit pas question d'aller plus loin en matière de levée de secret professionnel. Ça ne concerne pas les journalistes, les médecins, les avocats. Vous confirmez, je suppose. Écoutez, oui, ici c'est un projet qui touche évidemment aux institutions sociales. Il n'y a pas d'autre projet sur la table. Alors, vous avez décidé de déclarer un peu la guerre au salafisme et au wahhabisme. Pour vous, c'est le verso du djihadisme. Vendredi, vous avez fait une série de déclarations là-dessus. Et vous voulez mettre le salafisme sur le même rang que le racisme, l'antisémitisme en Belgique, et donc que ce soit sanctionnable. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas sanctionnable. Pour vous, c'est la même chose, salafisme et racisme, par exemple ? En tout cas, c'est aussi grave et on voit vers quoi on va avec le salafisme. Ça nourrit le radicalisme violent, ça nourrit le terrorisme et on continue à avoir dans notre pays, et je n'ai pas déclaré la guerre vendredi, vous savez, moi je travaille là-dessus depuis plus de 15 ans, donc ça fait longtemps que je m'intéresse et ça fait longtemps que je tire la sonnette d'alarme par rapport aux risques liés au développement du salafisme ou même des frères musulmans dans notre pays. Et donc il est clair qu'aujourd'hui, il continue à se produire un certain nombre de propagandes liées à cette idéologie qui est destructrice et qui continue à s'en prendre à nos valeurs, à notre mode de vie, à notre démocratie, mais aussi à notre sécurité. Il suffit de se rendre sur un certain nombre de sites Internet pour voir ce qui est plaidé dans un certain nombre de lieux. Oui, donc on doit se donner la possibilité de fermer beaucoup plus rapidement un certain nombre de lieux où on diffuse ce genre d'idées. Nous avons vendredi d'ailleurs un débat sur une de mes propositions qui doit donner la possibilité au bourgmestre dans un certain nombre de cas de fermer un certain nombre de lieux. Aujourd'hui, ces lieux suspects, ces lieux où se posent un certain nombre de problèmes, les bourgmestres arrivent à les fermer comment ? Via des règlements d'urbanisme, non pas par rapport à la question qui se pose réellement en termes de radicalisme ou de salafisme dans ces lieux. Il s'agit également d'activer sans doute encore davantage la circulaire sur les prédicateurs de haine. Il s'agit, oui, d'être encore plus offensif par rapport à ce qui, aujourd'hui, continue à vouloir s'en prendre à ce que nous sommes, à détruire ce que nous sommes, à remettre en question l'égalité homme-femme, à dénigrer les homosexuels. Bref, oui, c'est un danger. Alors vous recevez en commission tout à l'heure, fin d'après-midi, les responsables de la grande mosquée du cinquantenaire. Et vous visez aussi, quand vous visez le wahhabisme, le salafisme, vous visez aussi l'Arabie saoudite qui est derrière ce genre de théorie. Et pourtant, l'Arabie saoudite a démenti, là, ces jours-ci, a dit en Belgique, en Europe, nous démentons toute implication dans la radicalisation en Belgique.
Ce sont des préjugés qui ne reflètent pas la réalité, dit la mission saoudienne. Eh bien, on va poser des questions. Richard Miller sera là cet après-midi pour poser un certain nombre de questions, pour en effet faire le lien, confirmer le lien entre un certain nombre de lieux, souvent financés par un certain nombre de pays étrangers, dont l'Arabie Saoudite. On va mettre les pieds dans le plat. Oui, il est clair que les Saoudiens financent un certain nombre de lieux qui propagent des idées salafistes dans notre pays. Alors, tout autre sujet pour terminer notre interview, c'est le vote des Belges de l'étranger. Ça fait longtemps que vous y tenez, vous avez toujours milité pour cela. Et là, il y a eu un débat à la Chambre qui n'est pas clos, me semble-t-il, mais on ne pourra pas étendre ce vote des Belges de l'étranger pour les régionales. Alors pourquoi on n'arrive pas à faire voter tous les Belges de l'étranger? Jusqu'où est-ce qu'on doit aller? Et aujourd'hui, les Belges de l'étranger votent pour les élections fédérales et pour les élections européennes. Nous avons, au niveau du MR, porté depuis maintenant près de 15 ans un certain nombre de projets qui visent à voir élargir le droit électoral des Belges de l'étranger, tout de même 450 000 Belges qui vivent à l'étranger, également pour les élections régionales. Nous avons un blocage. Il faut une majorité spéciale des 2/3 et une majorité simple dans chaque groupe linguistique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un certain nombre de partis de l'opposition pour faire passer cette idée. Écolo nous a rejoints. Écolo tient aussi à ce que les Belges de l'étranger puissent voter aux élections régionales. On a un blocage très clair qui est apparu même en dernière minute. Le CDH n'était pas là en commission quand on en a débattu. Le PS n'a pas participé au vote. Il y avait, à mon avis... Mais pourquoi ce blocage ? Écoutez, je le regrette. En tout cas, ce que nous avons voulu et ce que j'ai souhaité au niveau du MR, c'est encore donner une chance à ce débat et à ce vote. Et donc, on va continuer la discussion et j'espère que le PS et le CDH n'auront pas peur, comme il apparaît, semble-t-il, que c'est le cas aujourd'hui, de donner à ces Belges de l'étranger la possibilité de peser aussi sur les destins des régions, parce qu'il y a des Belges de l'étranger, mais il y a des Wallons de l'étranger, des Bruxellois de l'étranger, beaucoup, et des Flamands de l'étranger. Ils ont droit à s'exprimer dans le cadre de ces élections. Merci Denis Ducarme. Demain, je recevrai Marie-Martine Schins. D'ici là, bonne journée et bonne soirée.